Moi, El Khomri, que j'appellerai pas El Khomri, la pauvre, elle n'y connaît rien en droit du travail, c'est dommage de laisser son nom, donc je dirais loi travail. Voilà. D'où elle vient cette loi? Bon, c'est pas El Khomri évidemment qui l'a rédigée, c'est pas Valls non plus, c'est pas Macron non plus. Elle vient directement de l'Union européenne. De même que la loi Macron de l'année dernière, de 2015, avait été écrite par l'Union européenne qui avait précisément demandé à ce que les mesures prévues par la loi Macron soient prises en France. De la même façon pour la loi travail, 6 mois avant la loi, la Commission européenne a exigé de la France qu'elle prenne cette loi-là, précisément. Le premier avant-projet disait l'ubérisation, c'est-à-dire l'exploitation de travailleurs dans une situation de salariés mais non salariés, est légale. C'était ça qui était écrit dans le premier avant-projet. Ça a été provisoirement mis de côté. Alors cette loi, on en est à la 4e mouture actuellement. Il y a eu une première mouture, c'était début février. La Commission européenne vient de dire « Ah, vous avez dit que vous avez reculé un petit peu sur la deuxième mouture. Hein, sur la deuxième mouture, la Commission européenne sera très sensible, va suivre la discussion au Parlement pour voir si vous ne reculez pas trop par rapport à ce que nous, on avait souhaité. » Alors, je peux vous rassurer tout de suite, si ça vous inquiète, au bout du Parlement, qu'il y ait 49.3, qu'il n'y ait pas 49.3, l'essentiel de ce que l'Union européenne voulait, y est depuis le début, et il sera à la fin, tel que je vais vous l'indiquer, dans ces grandes lignes. Alors donc, s'il a été dit tout à l'heure qu'il y a eu un tournant au milieu des années 90, c'est effectivement du point de vue de la France, hein, parce que l'Amérique, l'Angleterre c'était avant, mais du point de vue de la France et de l'Union européenne, c'est effectivement à partir de la chute du mur que le capitalisme s'est senti des ailes au niveau de la planète et a pensé qu'il pouvait ne plus y avoir de barrières. Et dans les barrières, précisément, dans ces pays européens, et notamment la France, mais pas seulement, les droits qui ont été acquis par la lutte à partir du milieu du XIXe siècle, les droits inscrits progressivement dans le statut du salariat, ce sont tous ces droits-là que, progressivement, l'Union européenne, pour son libre marché des marchandises et des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne, mais également dans la perspective du traité transatlantique, souhaite donc raser. Et c'est pour ça que le terme d'abolition du salariat, même si je ne le reprendrai pas comme ça, il y a quand même cette idée-là que tous les droits des salariés qui limitent la possibilité de les exploiter, tous ces droits-là doivent être progressivement enlevés. Et donc pour reprendre en un mot l'historique, sur l'histoire du salariat justement, le mot salariat n'existait pas avant le milieu du XIXe siècle. Le mot salarié existe depuis très longtemps, depuis le XIIIe siècle, et c'était lié au salaire, hein, payé avec le sel, hein, les soldats, voilà. Et donc cette idée du salarié, qui était une idée du Moyen-Âge, était une idée en fait de serviteur. D'ailleurs, au Royaume-Uni, en 1823, il y avait une loi qui s'appelait Maître et serviteur. Et la même loi, en 1874, est devenue employeur et salarié. Mais quand on a parlé du salariat, c'était en France, au milieu du XIXe siècle, pour la raison qui a été dite avant, c'est-à-dire que le salariat, c'est un statut. C'est un statut, ce sont des droits qui ont été conquis par la lutte, progressivement des droits collectifs. Et c'est l'ensemble de ces droits collectifs que la loi travail veut essayer de mettre avant. Alors, ce n'est pas la première à le faire, mais elle le fait d'une façon, on va le voir, systématique. C'est-à-dire en sapant les fondements du droit du travail. Parce que sinon, les bases du salariat ont été sapées depuis très longtemps. Moi, la première anecdote que j'ai en tête
de par mon expérience professionnelle, hein, c'était en décembre 1981. La gauche venait d'arriver au pouvoir. On a l'impression, dans les souvenirs de ceux qui sont anciens ici, il doit y en avoir, qu'on était arrivé, la gauche était arrivée, avait fait beaucoup de choses positives, ce qui est en partie vrai, mais elle avait commencé déjà à saper les fondements du droit du travail, et dans la relation même, comme elle a très bien été expliquée, dans la relation de travail entre l'employeur et le salarié, il y a une subordination, ils ne sont pas à égalité. Eh bien, en décembre 81, il y a eu un premier accord national qui a été signé dans l'agriculture, disant que si le salarié était volontaire, eh bien, dans l'agriculture, il pourrait travailler 12 heures par jour, pendant 12 jours d'affilée, sans repos hebdomadaire, 144 heures donc d'affilée. C'était parfaitement illégal, et je me souviens d'avoir rencontré, à l'époque j'étais inspecteur du travail, d'avoir rencontré au ministère ceux qui étaient chargés d'avaliser, de légaliser cet accord qu'il avait fait, et je leur ai dit, mais moi je suis inspecteur du travail, c'est pas légal ce que vous venez de faire. Donc si je tombe sur un salarié dans cette situation-là, je vais mettre un procès-verbal à l'employeur. Et on m'avait répondu, oui, mais bon, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Comprenez, plus syndicaliste que le syndicaliste qui avait signé cet accord. Alors, si j'ai pris cet exemple-là, c'est qu'il signifie, il y a deux choses derrière. La première, c'est que le volontariat, quand on est salarié, cela n'existe pas, évidemment, pour les raisons qui ont été rappelées. Et donc, cette idée, et la deuxième idée, bon, c'est que des organisations syndicales, quand elles signent un accord, elles le signent en général, on pourrait penser, parce que c'est favorable aux salariés. L'histoire a montré, il suffit de revenir dans votre mémoire, essayez de trouver, ça a été dit un peu tout à l'heure, essayez de trouver un accord collectif favorable aux salariés qui soit obtenu en dehors d'une période de mobilisation immense. En dehors de 1936 et de 1968, deux périodes de grève générale, dont une en plus avec une victoire politique. En dehors de ces exemples-là, il n'y a pas d'exemple d'accord collectif très favorable aux salariés qui puisse être mis en avant. Donc, progressivement, à partir des années 90, on a vu rentrer dans le droit du travail une mise en éteignoir de cette relation subordonnée qui est le fond de la relation. Par exemple, en 1994, Madeleine a modifié le Code du travail en introduisant l'idée que, contrairement à ce qui était écrit depuis très longtemps, depuis des décennies, quand un travailleur travaillait sous les ordres de quelqu'un, ça ne voulait pas dire forcément qu'il était salarié. C'est ce qu'on appelait avant la présomption de salariat. Madeleine a rentré dans le Code du travail que cette présomption n'existait pas. C'était au contraire au salarié à faire la preuve qu'il était salarié, non plus à l'employeur. Voilà. Après, on a eu, plus récemment, alors je vais arriver à la loi, on a eu plus récemment, et ça c'est directement en lien avec la loi, le MEDEF a fait une réunion, un colloque en 2011, en disant très précisément, voilà, cette relation nous dit qu'il y a une subordination, nous on dit que c'est pas vrai. Le salarié, c'est vrai, il est soumis, il y a une soumission, mais elle est librement consentie. C'est très exactement dans ces termes-là que le colloque s'est tenu. Le prolongement de ce fondement, quand même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que le libre choix est fait, le droit du travail n'a plus lieu d'exister, puisque ce sont deux parties égales, et que le droit du travail, c'est une protection contre une situation inégale. Si les parties sont égales, il n'y a plus de droit du travail. Alors ça commençait à rentrer dans la loi Macron. La loi Macron a dit, en modifiant le Code civil, que désormais, pour les relations de travail, une partie du Code civil sera applicable. C'est-à-dire que quand il y aura un différend entre un employeur et un salarié, eh bien, s'ils se mettent d'accord entre eux, par convention, pour régler le différend, eh bien, les prud'hommes ne pourront plus intervenir.
Donc imaginez la situation, un salarié qui demande des heures sup, le patron dit non, je ne te les payerai pas. Oh ben, je veux bien signer un accord, je t'en paye la moitié, je ne sais pas, par exemple, voilà. On a signé un accord, le salarié ne peut plus aller réclamer ses heures supplémentaires au prud'homme. Voilà, c'est rentré dans la loi Macron. J'en termine, et là c'est beaucoup plus récent. Le Code civil actuel en France vient d'être modifié par ordonnance sur toute la partie qui concerne les contrats. Alors pour l'essentiel, c'était pour aligner le Code civil sur le Code du commerce européen, donc notamment du point de vue de l'ubérisation, des relations commerciales à travers l'ubérisation. Mais pas seulement. À travers cette modification du Code civil, on a introduit justement une notion qui est qu'il peut y avoir des gens qui sont en dépendance économique, mais pas subordonnés. Donc on prévoit l'étape suivante de la fin du salariat de ce point de vue-là. Voilà, donc la loi travail, elle a pour objectif principal de renverser donc ce rapport salarial en disant que finalement, il peut y avoir une certaine égalité, soit directement entre l'employeur et le salarié, soit en passant par des accords collectifs dans l'entreprise avec des organisations syndicales, ou même sans organisation syndicale, on le verra après. Que l'objectif des grandes entreprises et du patronat soit atteint, c'est-à-dire augmenter la durée du travail, payer moins les salaires et pouvoir licencier plus vite et à pas cher, sans conséquence. Alors pour arriver à ça, donc la loi travail, en suivant le rapport de Combrexel, qui était le directeur général inamovible du travail, qui a suivi 9 ministres du travail successifs, et quand on lit le rapport Combrexel, on comprend toute la loi travail sans aucune difficulté parce que tout y est. Tout y est. Et donc il est notamment dit la chose suivante. Désormais, la loi du travail, le code du travail, par la loi, ne sera plus la loi. On remplacera ça par des principes généraux, vides ou régressifs par rapport à la loi actuelle, mais sans consistance. La consistance, c'est-à-dire les droits réels, la durée du travail que vous faites, le salaire auquel vous êtes payé, les compléments maladie, le droit de grève, les représentants du personnel, le droit syndical, les congés payés. Tout ça, donc, ne sera plus progressivement fait par la loi, mais par l'accord d'entreprise. Pas l'accord de branche, pas l'accord du secteur d'activité, mais au plus bas niveau. Là où le rapport de force de l'employeur est le plus fort. C'est l'accord d'entreprise d'abord qui dira la loi. Ce qui veut dire que potentiellement, si ça passe, ça veut dire que potentiellement il y aura autant de codes du travail qu'il y aura d'entreprises, autant de droits du travail que d'entreprises. Aussi injuste et aussi fou que si on disait qu'il y aurait un code de la route par commune ou par rue. C'est aussi fou que ça. Parce que c'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux aussi pour les salariés. Si les patrons peuvent dans l'entreprise décider de la durée légale, on verra ce qu'il en est, de la durée maximum du travail sur la journée, sur la semaine, du salaire minimum auquel vous allez être payé, des majorations éventuelles pour heures supplémentaires, s'il peut décider de tout, des congés pour les enfants malades, pour les enfants décédés, pardon, parce qu'il en a été beaucoup question, s'il peut décider de tout, évidemment, les salariés, ils ont tout à craindre de ne plus retrouver non seulement les droits anciens, mais de perdre l'égalité qui est la base fondamentale et de la Révolution française pour les citoyens et de tout le droit du travail pour les travailleurs dans l'entreprise. Et donc, le renversement, donc c'est la loi, on la remplace par des principes vides ou régressifs. L'accord d'entreprise fera la loi. À défaut d'accord d'entreprise, s'il n'y en a pas, c'est l'accord de branche, secteur professionnel, entre organisations syndicales, salariales, les salariés et organisations patronales qui fera donc la loi. Et s'il n'y a pas du tout d'accord, ni dans l'entreprise, ni dans la branche, à ce moment-là, il y aura des dispositions légales ou réglementaires qu'ils appellent supplétives, comme l'adjectif l'indique, c'est-à-dire qu'ils vont faire la loi quand il n'y aura pas d'accord. Donc ça sera une espèce de socle minimum
voilà, qui dira, bon, ben voilà, s'il n'y a pas eu d'accord, ben, par exemple, les majorations pour heures supplémentaires seront de 25% à partir des 8 premières heures. Voilà. Il y a une conséquence immédiate, je l'oublie souvent, mais si ça a été rappelé, une des bases de la protection des salariés, c'est pas seulement qu'il y ait des droits, mais c'est aussi qu'ils puissent être sanctionnés quand ils sont enfreints par l'employeur. C'est-à-dire qu'il y ait des contrôles. Ça s'appelle l'inspection du travail. L'inspection du travail, aujourd'hui, peut sanctionner des patrons délinquants quand ils ont enfreint la loi. Mais aujourd'hui, l'inspection du travail ne peut pas sanctionner quand un patron ne respecte pas un accord collectif. Ce n'est pas écrit dans le Code du travail. C'était prévu en 82, c'est dans la loi en 82, mais le décret d'application n'a jamais été pris. Donc les inspecteurs du travail, avec cette nouvelle loi, si elle passe, ne pourront plus contrôler tous les accords d'entreprise qui, elles-mêmes, feront la loi. Ce qui veut dire que potentiellement, il n'y aura plus aucun contrôle possible du nouveau droit du travail fait par les entreprises. C'est un point fondamental. Comment se fait-il qu'on ait une constitution et qu'elle ne soit pas appliquée? Comment se fait-il qu'on ait un conseil constitutionnel et qu'il ne joue pas son rôle? Comment se fait-il qu'on ait un conseil d'État et qu'il ne joue pas son rôle? Tout simplement parce que ces organes institutionnels, leur composition a été décidée par le gouvernement. Et que année après année, la composition de ce conseil d'État et ce conseil constitutionnel est ce qu'il est. Et de surcroît, avec le traité constitutionnel européen, les traités européens sont passés par-dessus la Constitution française qu'il a fallu modifier pour ça, raison pour laquelle, régulièrement, quand le Conseil d'État, quand le Conseil constitutionnel est consulté, parce qu'il est de temps en temps sur les lois du travail, en général, la réponse qu'il fait, c'est « Ah, mais ça, il faut quand même respecter le droit de la concurrence entre entreprises, etc., la loi du marché. » Et ça, c'est une loi fondamentale pour l'Union européenne et désormais la France aussi. Et donc, en général, il a tendance à répondre sur les questions de travail en renvoyant à la libre concurrence. Raison pour laquelle, tant qu'on n'aura pas mis en l'air ces institutions, il ne faut pas compter sur elles pour nous aider dans l'élaboration des lois qui apparaissent comme étant inconstitutionnelles. Et pour la durée du travail, dans la loi travail, il est déjà prévu de le redéfinir. La durée du travail, le temps de travail est déjà redéfini. Redéfini pourquoi? Eh bien, parce qu'actuellement, il y a des temps de travail qui ne sont pas vraiment des temps de travail, mais qui sont payés comme temps de travail. Par exemple, à Airbus, aujourd'hui, les travailleurs, quand ils vont travailler, ils ont un vêtement de travail à endosser. C'est pris en compte par un accord de branche qui dit, ben voilà, ce temps pour s'habiller, on va le payer comme temps de travail. Et pareil pour le temps de déshabillage. Anticipant la loi travail, début février, Airbus a dit aux salariés que finalement, ils remettaient ça en question et qu'ils pensaient ne plus payer ce temps, c'est-à-dire 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Sur une vie entière à Airbus, je vous laisse compter combien ça peut faire de salaire en moins à payer pour l'employeur et de salaire en moins pour les salariés. Alors, ils ont redéfini aussi la semaine. Quand est-ce que commence la semaine? Un employeur pourra, par accord collectif, décider que la semaine ne commence pas le lundi, comme aujourd'hui, mais par exemple le mercredi. BHV à Paris, anticipant la loi El Khomri, je l'ai dit, la loi travail, anticipant la loi travail, a dit oh ben moi ça m'arrangerait que la semaine commence le mercredi. Le mercredi, ça fait que le dimanche arrive le 5e jour et non pas le 7e jour. Imaginez la conséquence sur la majoration du travail du dimanche. Ce n'est pas pour rien. Rien n'est fait pour rien quand on modifie. Parce que quand je dis que c'est l'Union européenne qui a voulu ce texte, le détail de ce texte, comme tous les autres textes depuis une quinzaine d'années en France, le détail à la virgule près, c'est le MEDEF qui écrit les textes et qui le fait passer et le fait tamponner après par le gouvernement. Ou par les organisations syndicales quand il s'agit d'accords nationaux interprofessionnels. Tous les textes. Et donc, dans ces petites choses, dans ces petits détails apparents,
il faut y voir à chaque fois la volonté d'une branche particulière du MEDEF, disant moi c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai besoin. Alors ce dont ils ont besoin tous au MEDEF, c'est de ne pas payer les heures supplémentaires. Alors ça, depuis 1981, ils avaient une solution par accord de branche, c'était de faire une modulation à l'année, une modulation qui permettait non pas de payer les heures à la semaine, comme depuis les heures supplémentaires à la semaine, comme depuis 1936, un des principaux acquis de 1936, un des principaux acquis pour lutter contre le chômage, c'est que dès qu'on dépasse la durée légale, on doit payer plus cher les heures supplémentaires. Allez, mettant sur l'année, en moyenne, ça c'est depuis 1982, en permettant qu'on puisse payer que si au bout de l'année, et en moyenne, il y a des heures qui ont dépassé aujourd'hui 35 heures, à ce moment-là on les paye. Et ça veut dire que vous avez pu avoir des semaines à 40 heures et des semaines à 30, moyenne 35. La semaine où vous avez fait 40 heures, au bout du bout, vous n'avez plus d'heures supplémentaires de payer. Avec la loi travail, ce qui était possible sur un an va devenir possible sur 3 ans. 3 ans, ça veut dire que vous faites cadeau à votre employeur pendant 3 ans du paiement des heures supplémentaires. Sachant que peut-être à la fin des 3 ans, vous n'en aurez aucune. Mais en tout cas, vous faites crédit pendant 3 ans. Alors, le deuxième C des employeurs, évidemment, le fin du FEM, c'est de ne plus compter les heures. Ne plus compter les heures. Et retour au Moyen-Âge. Ne plus compter les heures. Retour au début du 19e siècle. Paiement à la tâche. Alors là, ça ne s'appelle pas paiement à la tâche, ça s'appelle forfait jour. Ça existe depuis les 35 heures. Au départ, c'était les hauts cadres dirigeants. Progressivement, avec la droite, c'est devenu les cadres et puis ensuite les non-cadres, mais avec une certaine autonomie. Ce forfait jour permet, je vais le faire vite, mais en ne comptant que les jours de travail et pas les heures, donc de travailler 24 heures, on a le droit dans la journée, moins 11 heures de repos quotidien continu, on a le droit de travailler 13 heures, sur 6 jours 78, moins 20 minutes de pause obligatoire ou de 6 heures de travail continu, il reste 74 heures, payé 35. Parce que ceux qui signent un forfait jour, ils signent pour travailler un certain nombre de jours dans l'année, par exemple 235, 218 ou 235, et les jours de repos supplémentaires par rapport aux 5 semaines de congés payés sont censés compenser les heures en plus qu'ils font par rapport à 35 heures. Inutile de vous dire que ça ne compense pas du tout, mais ça permet à l'employeur de dire voilà, tu travailles comme tu veux, à la limite chez toi d'ailleurs, travail à domicile, là aussi retour au 19e, tu travailles chez toi, moi je veux rien savoir, juste tu as des objectifs à remplir, hein, tu me fais ça comme il faut, je te fais confiance, tu es autonome, tu sais ce que tu as à faire, voilà, et tu ne comptes pas tes heures. Voilà, travail à la tâche. Voilà. Et donc la loi travail a permis, alors que ce n'était pas possible jusqu'ici, de faire en sorte que ces forfaits jours qui jusque-là ne pouvaient être faits que si une convention de branche l'avait prévu, la loi travail a prévu, il faudra un accord collectif, mais dans les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, ce n'est pas possible, on va le rendre possible. Il suffira qu'il y ait un salarié, que l'employeur trouve un salarié, un secrétaire de direction ou son cousin, par exemple, qui trouve un salarié qui accepte d'être mandaté par une organisation syndicale qu'il ira trouver sur le marché des organisations syndicales amies des patrons. On en trouve un certain nombre, il n'aura aucune difficulté, aucune, à signer avec son patron un accord permettant de faire le forfait jour dans toutes les entreprises de France, puisque c'est de ça dont il s'agit. De rendre possible le forfait jour dans toutes les entreprises de France. Il y a 50% des cadres du privé en France qui sont au forfait jour et 14% de l'ensemble des salariés du privé qui sont au forfait jour. Et dans le public, fonction publique territoriale, mais aussi fonction publique d'État, par exemple les officiers de police depuis Sarkozy, sont au forfait jour, et dans les hôpitaux ça existe aussi, parce que comme on ne veut pas leur payer les heures supplémentaires, vous savez quand même que dans les hôpitaux, il y a des millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Les flics, c'est pareil, hein. Les cadres, les non-cadres aussi, mais enfin là, Sarkozy, comme ils avaient râlé, a dit, mais pour vous aussi, ça va être pareil. Hein.
j'ai compris, vous voulez qu'on vous paye les heures sup, je vous ai entendu, je vous ai compris, forfait jour. C'est destiné à toucher de plus en plus de monde, parce que c'est le meilleur moyen de faire des heures supplémentaires sans compter, sans les payer. Je vais passer au salaire. Comment baisser les salaires? Le SMIC. Comment baisser le SMIC? Ben, il y a plusieurs moyens, mais il y en a un simple, c'est de passer les accords qui seront désormais possibles avec la loi travail, qui étaient possibles sous Sarkozy, qui étaient possibles avec la loi Sapin aussi, mais moins pire. C'est-à-dire que dans les entreprises qui étaient en difficulté, qui disaient être en difficulté, il était possible, et ça a été fait notamment à Renault, de dire, avec l'ancienne loi, voilà, moi j'ai des difficultés, donc je passe un accord collectif avec les organisations syndicales qui veulent bien, moyennant quoi, moi, je m'engage à maintenir l'emploi pendant 2 ans, une promesse qui n'est d'ailleurs pas obligée de tenir dans la loi. Mais vous, en compensation, ben vous allez augmenter votre temps de travail et baisser votre salaire. C'était possible avec la loi, avant la loi travail. Avec la loi travail, c'est pire. Parce que la loi travail dit, ben oui, mais il faut que ce système soit possible aussi si les entreprises, même n'ayant pas de difficultés, envisagent de développer l'emploi, d'augmenter leur compétitivité pour aller prendre des marchés. Et donc même si elles ne sont pas en difficulté, il faut que ce soit possible. Et donc de faire des efforts, qu'on dira partager bien sûr. Faire des efforts aux salariés pour ça. Donc baisser les salaires et augmenter le temps de travail. Alors, il y a un exemple qui est connu, qui était antérieur à la loi travail, mais qui explique bien comment ça fonctionne. C'est l'entreprise Smart, avec, pour illustrer ce que je disais sur comment est-ce que les organisations syndicales sont amenées à signer des accords pourris, ben chez Smart, on leur a dit, voilà, on est en difficulté, on envisage de délocaliser en Pologne, si vous êtes actuellement en 35 heures, payé 35, on va vous passer à 39 heures, mais payé 37. Si vous acceptez, il n'y aura pas de délocalisation. Voilà. Voilà, donc, quelqu'un qui est au SMIC à 35 heures, qu'on fait passer à 39 heures, payé 37, il n'est plus au SMIC. Il est en dessous du SMIC. Le SMIC, c'est horaire. Hein. C'est 9,67 € brut de l'heure. C'est horaire. Donc, si vous faites plus d'heures et payez moins d'heures, vous êtes en dessous du SMIC. C'est un des moyens pour baisser le SMIC. Mais ce qui les intéresse le plus, et ça c'est européen, parce qu'il n'y a pas des salaires minimaux dans tous les pays, ce qui les intéresse le plus, partout, en Europe, c'est de casser les salaires minimaux qui sont prévus, salaires minima, qui sont prévus par les conventions collectives. Et donc dans les pays qui sont le plus avancés dans la régression, comme en Grèce, on a carrément supprimé les conventions collectives, qui permettent d'avoir des salaires supérieurs au minimum légal, par exemple, comme en France. Dans les pays comme l'Espagne, qu'on nous dit soi-disant qu'il irait mieux, là, il y a 3 ans, il y avait 12 millions de travailleurs qui étaient couverts par des conventions collectives, il n'y en a plus que 7 millions aujourd'hui. Voilà. Alors la loi El Khomri, elle a prévu, la loi travail, elle a prévu la chose suivante. Bien, les conventions collectives en France, il y en a 700. 700 conventions collectives. D'ici 3 ans, on passera à 100 conventions collectives. Et ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement des conventions collectives, dans lesquelles sont inscrits tous les droits des travailleurs supérieurs à la loi, supérieurs à la loi. Donc tous ces droits qui sont dans les conventions collectives, à chaque fois qu'un patron dénonce une convention collective pour en faire une autre, tous les gens qui sont dans cette convention savent d'expérience qu'il en profite. Évidemment, s'il la dénonce, ce n'est pas pour donner des droits en plus, c'est pour en supprimer. La loi travail permettra que pour toutes les conventions de France, l'aminage des droits soit fait à la faveur de la diminution du nombre de conventions. Ce qui ne veut pas dire pour autant, dans un premier temps en tout cas, qu'il y aura moins de travailleurs concernés par les conventions collectives qui seront moins nombreuses. Mais ces conventions fusionnées ou étendues vont se faire avec un lessivage des droits. Mais elle a prévu encore bien plus que ça. Actuellement, quand on signe une convention collective, c'est à durée indéterminée, jusqu'à ce que le patron la dénonce.
à durée indéterminée. Avec la loi travail, ça sera 5 ans, maximum. C'est-à-dire que tous les droits que vous avez acquis, peut-être, dans une convention, seront dénoncés, enfin seront de nouveau remis en cause tous les 5 ans. Et la loi travail a prévu encore plus. Au jour d'aujourd'hui, quand une convention collective est dénoncée, les gens qui ont cette convention collective, ben, même s'il n'y en a pas une autre qui la remplace, ils conservent à titre individuel les avantages de cette convention, une prime d'ancienneté par exemple. Ils la conservent. À titre individuel, les nouveaux embauchés, non. La loi travail prévoit que ces avantages individuels acquis sauteront, n'existeront plus. Les licenciements. Comment licencier plus vite? Ben, la loi travail a prévu deux choses essentielles. La première, à travers les accords de développement de l'emploi dont j'ai parlé, quand un salarié refusera à ce qu'on lui baisse son salaire et qu'on lui augmente son temps de travail en disant « mais moi j'ai un contrat de travail, jusqu'ici, dans la hiérarchie des normes dont j'ai parlé tout à l'heure assez vite, il est évident jusqu'ici qu'un salarié, quand il a un contrat de travail, ce contrat de travail ne peut être que plus favorable que l'accord d'entreprise de son entreprise, que plus favorable que l'accord de branche du secteur d'activité de son entreprise, et que plus favorable que la loi, bien sûr. Le contrat de travail doit respecter tout ça. Et donc la loi travail dit non, ça sera fini. S'il y a un accord d'entreprise qui dit on va vous baisser le salaire, on va augmenter votre temps de travail, vous ne pourrez plus, votre contrat de travail n'existera plus. Vous ne pourrez plus refuser, donc vous serez licencié pour faute. On a la dernière mouture qui dit que finalement, peut-être qu'on ne licenciera pas pour faute, mais pour motif économique individuel, même si dans l'entreprise, il y a 45 salariés qui refusent à ce qu'on marche sur leur contrat de travail. Ils seront licenciés. Ça, c'est la dernière mouture. Hein. On verra ce que dira le Parlement. Dernière mouture, donc licenciés pour motif économique, mais sans le plan social d'un motif économique, sans le plan de reclassement, et sans les indemnités qui pourraient toucher éventuellement en allant au prud'homme pour dénoncer un licenciement économique abusif, parce que la loi écrit que le licenciement est justifié. Le législateur, là, en faisant ça, il juge à la place des prud'hommes. Il dit, et donc les prud'hommes, face à ça, ne peuvent plus dire ensuite « Ah ben non, c'est pas justifié, puisque la loi dit que c'est justifié. » Alors il y a également, et c'est la même technique juridique, le licenciement pour motif économique, cette fois-ci avancé par l'entreprise. La loi travail dit désormais, il faut que ce soit plus clair pour les patrons justement, parce qu'il y a des salariés, notamment quand ils sont organisés à Fralib et ailleurs, à Sanofi, à Montpellier, qui vont contester le motif des licenciements. Ça traîne, des fois ils gagnent en plus, donc c'est insupportable. Il faut faire des choses plus simples et plus sûres pour les entreprises, que les salariés ne puissent pas contester le motif. Et bien pour ça, on a inventé la loi travail qui dit voilà, le motif économique sera économique quand l'employeur dira que c'est économique. Et le texte dit voilà, quand une entreprise pourra justifier. Alors le nombre de trimestres varie suivant les moutures, alors suivant la taille d'entreprise aussi. Quand l'entreprise pourra afficher que dans sa comptabilité, il y a eu un trimestre de baisse de commande, de baisse de trésorerie, ou deux trimestres, ou 3 ou 4, ça dépendra du texte final, eh bien le licenciement économique sera justifié, avéré. En plus, comme ce texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas fait pour les petites entreprises. Il est même plutôt contre les petites entreprises. Au fond. D'ailleurs, l'UPA, l'Union professionnelle des artisans, s'y est pas trompée. Quand elle a vu apparaître ce texte, elle a dit, nous, on n'avait pas demandé ce texte. Nous, il ne nous sert à rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les conventions collectives de branche. Vous asseyez dessus avec les accords d'entreprise. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, sur la loi travail, il est très explicitement prévu,
et ça c'est les multinationales qui l'ont demandé, et pas seulement européennes, c'est que désormais, quand un groupe voudra licencier dans une filiale, par exemple en France, il n'aura plus à justifier du motif économique au niveau du groupe, mais au niveau de la filiale. Et donc il suffira que le groupe mette artificiellement la filiale en difficulté comptable pour que le licenciement soit justifié. On n'ira pas demander des comptes au groupe, ni pour le motif économique, ni pour le reclassement éventuel des salariés licenciés. Mais la totalité des salariés sont concernés par la révision des indemnités de licenciement, des indemnités pour préjudice que peuvent gagner les salariés quand ils font reconnaître par les prud'hommes que le licenciement a été abusif. Actuellement, la loi prévoit un plancher, c'est-à-dire 6 mois de salaire. Et au-dessus du plancher, les juges prud'homaux doivent apprécier en fonction du préjudice réellement subi. Ce qui est logique. Et pas seulement pour le droit du travail. Le droit français, et pas seulement le droit français, le droit international dit que quand on a subi un préjudice, on doit être indemnisé à hauteur du préjudice. Si vous avez eu un accident de la circulation, vous avez une entorse ou que vous êtes quadraplégique, il est logique que le préjudice que vous demandez ne soit pas le même. Eh bien, c'est ce principe-là que la loi travail a renversé en disant désormais il n'y aura plus de plancher et plus d'indemnisation du préjudice réellement subi, mais il y aura un plafond. Et d'ailleurs, ce plafond, pour l'essentiel, a été diminué même par rapport au plancher ancien. Et comme ça a beaucoup râlé, parce que ça fait deux fois qu'il passe devant le Conseil d'État avec cette manœuvre-là, et que le Conseil d'État dit que ce n'est pas vraiment constitutionnel. Donc ils savaient que ça ne passerait pas, et donc dans la dernière mouture, ils ont décidé, dans l'avant-dernière mouture, que le plafond serait transformé en barème indicatif, ce qui, quand on connaît le fonctionnement réel des prud'hommes, où c'est moitié patron, moitié salarié, dans le quotidien du fonctionnement des prud'hommes, les conseillers prud'homaux savent que ce plafond, transformé en barème indicatif, le barème indicatif sera le plafond, de fait. Voilà. Mais ça veut dire ça, que les salariés, et notamment les plus jeunes qui auront le moins d'ancienneté, quand ils sont licenciés, n'auront plus intérêt à aller au prud'homme, parce que le faible montant qu'ils pourront éventuellement récupérer sera mangé pour une bonne part par les frais d'avocat, et la longueur des procédures aidant, c'est la seule défense ultime qui reste aux salariés. Quand on n'a pas respecté ses droits, et quand on a compris que la relation de travail dans l'entreprise elle est inégale, et que le patron a un droit de vie et de mort sociale sur le salarié, quand il réclame ses droits, le salarié, dans 95% des cas, c'est au prud'homme quand il a été licencié. Pas seulement sur le motif du licenciement, mais aussi ses heures qui n'ont pas été payées, son salaire qui n'a pas été payé au tarif, etc. Il n'y a que là qui va pour récupérer ses droits. Si même ça saute, il n'y a plus aucune défense possible du salarié. Dans la loi travail, il est prévu, en dehors de la SAP, de l'ensemble des droits collectifs des salariés, sur le salaire direct, on va dire, de s'attaquer à la sécurité sociale. Et de s'y attaquer à travers le compte personnel d'activité, dont vous avez entendu dire, et vous entendrez dire que c'est un filet protecteur, pas seulement pour les salariés, parce qu'il est prévu pour les salariés, les chômeurs, ça c'est au 1er janvier 2017, l'année d'après pour les non-salariés, bonjour Hubert et les autres, et aussi pour les fonctionnaires qui croient à tort qu'ils ne sont pas touchés par la loi travail, mais qui sont touchés à 200%, pas seulement parce qu'ils sont touchés à travers ce CPA, mais ils sont touchés aussi parce que depuis qu'il existe un droit du travail, c'est les fonctionnaires qui ont créé le premier droit du travail. Les premières retraites, c'était les cheminots, ce n'étaient pas les salariés du privé. Le droit du travail a évolué en parallèle, c'est-à-dire que tant que le droit du travail était progressiste, c'est-à-dire qu'il y avait un progrès pour les travailleurs, c'est le droit du travail des travailleurs du public qui a tiré le droit du travail des travailleurs du privé vers le haut. Par contre, depuis 30 ans, parce que c'est depuis 30 ans, que le droit du travail régresse partout.
eh bien le droit du travail privé qui régresse entraîne avec lui, et ceux qui sont dans la fonction publique savent de quoi je parle, les conditions réelles de travail de gens qui sont dans la fonction publique, pas forcément fonctionnaires, pas forcément d'ailleurs agents publics, parce qu'il y a des contrats de droit privé, mais je parle aussi des contractuels de droit public, qui ont une situation souvent encore pire dans la précarité que les salariés du privé. Donc ces droits du public sont alignés vers le bas, à tout point de vue, sur les droits des travailleurs du privé. Le CPA, le compte personnel d'activité, qui va être étendu donc à toute la population active, ce n'est qu'un fichier. Ce n'est qu'un fichier, un traitement automatisé de données personnelles. Un fichier qui va incorporer tout un tas de fichiers. La loi travail, au jour d'aujourd'hui, en prévoit 3. Un compte personnel de formation, un compte de prévention soi-disant de la pénibilité et un compte d'engagement soi-disant citoyen. Mais le rapport préparatoire à la loi travail prévoit que la suite, c'est de rentrer dans ce compte d'activité toute votre activité, le compte assurance maladie, le compte retraite, le compte mutuel, le compte famille, le compte épargne-temps, le compte épargne salariale, le compte chômage, et je dois en oublier un. Voilà. C'est-à-dire toute votre activité. Mais pas pour des droits collectifs. Ce qui est prévu, si déjà, bon, dans les droits actuels, qui sont dans les 3 comptes dont j'ai parlé, ce qui est prévu par le rapport préparatoire, c'est que, pourquoi on met un compte? Et on les met, ce fichier, il sera centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, dans une banque. Le compte pénibilité, il est déjà à la caisse retraite. Il existe déjà. Mais on va le doubler, ou je ne sais pas, bon, ils vont passer une convention pour qu'il soit aussi à la Caisse des dépôts et consignations. Pourquoi on va mettre tout un tas de comptes individuels? Le rapport préparatoire le dit. C'est pour pouvoir faire des transferts de compte à compte. Mais des transferts intéressants pour l'employeur. Le rapport préparatoire dit, voilà, il y aura un compte formation, ce sera des heures de formation auxquelles vous aurez peut-être droit, si l'employeur vous les donne. Et ce qu'il faudrait, c'est que les autres comptes puissent être transformés en heures de formation. C'est-à-dire que les comptes en points de pénibilité qui vous permettront peut-être, si vous avez suffisamment souffert dans l'entreprise, de gagner un trimestre ou 2 trimestres d'abaissement de votre droit de départ à la retraite, eh bien, il est prévu dans la loi travail, c'est déjà prévu dans le compte pénibilité, pour les premiers points, qu'il puisse être transféré sur le compte formation, mais pas le contraire. Il est prévu aussi que les heures supplémentaires qu'on ne vous aura pas payées et qui seront sur votre compte épargne-temps pourront passer dans le compte formation, mais pas le contraire. C'est-à-dire que c'est une machine à vous supprimer des droits, et il est transféré sur la seule chose qui intéresse l'employeur, c'est ce compte formation, pour une formation qui vous donnera, si ça l'intéresse, ou qui ne vous donnera pas, mais qui de toute façon sera là et fera quelques petits à la caisse d'épargne. Éventuellement dans un plan d'épargne entreprise. Puisque le compte épargne-temps, par exemple, il va souvent dans le compte des plans d'épargne entreprise ou inter-entreprise. Voilà ce que c'est que ce compte. Et pour terminer quand même, parce que c'est peut-être l'essentiel, tous ces comptes donc, qui sont là pour anticiper la fin de la sécurité sociale, ils sont aussi là pour contrôler et ficher tous les actifs, tous les travailleurs, à travers le compte formation, qui inclut un autre fichier, qui est un CV numérique, qui rentrera toute votre formation depuis la maternelle jusqu'à votre décès et même 3 ans après, c'est dans le décret. J'invente rien. Et je vais même vous dire, même en cas de contentieux, ça peut aller plus de 3 ans après le décès, parce que les 3 ans, c'est pour les ayants droit, au cas où vous resterez des heures de formation que vous n'aurez pas eu le temps de prendre. Si vous avez été suffisamment malade, si vous avez accumulé suffisamment de points de pénibilité, et qu'il y a des heures de formation et vous n'avez pas pu les prendre, peut-être vous aurez des ayants droit qui pourront le récupérer. Et donc le décret a prévu que ça peut aller donc 3 ans après le décès. Un CV numérique qui a été décidé par l'Union européenne depuis 2004, qui progressivement se met en place dans tous les pays européens pour ficher les salariés sur des compétences individuelles, pour les mettre en compétition. L'Allemagne freine, c'est la seule à freiner. Parce que justement, les travailleurs allemands tiennent, à travers leur industrie,
ces garanties collectives des qualifications. De mettre en avant des droits qui permettent non seulement de répondre au chômage, mais de répondre à la crise et d'aller vers des conditions de travail meilleures pour tous les travailleurs, bon, c'est pas du tout ça qui est prévu par le compte personnel d'activité. En positif, des droits attachés à la personne, ça existe déjà. C'est le statut de la fonction publique. En fait, et Bernard Friot d'ailleurs, qui se situe dans cette optique-là, il le dit comme ça. Il dit, eh bien oui, attacher des droits à la personne, on a un modèle déjà dans la fonction publique, enfin quand elle fonctionne bien. C'est-à-dire les fonctionnaires qui sont embauchés par concours sur une qualification donnée, ils ont un poste correspondant à cette qualification, et cette qualification et le salaire qui va avec, ben ils le gardent. Ils le gardent. Et quand il change d'administration, normalement, on ne peut pas lui baisser son indice. Voilà un exemple donc de droit attaché à la personne. Mais cet exemple-là montre directement que quand on dit attaché à la personne, ce n'est pas un droit individuel, c'est un droit collectif. Ce statut de la fonction publique, il est collectif, ce n'est pas un droit attaché à l'individu. C'est un droit à la personne, mais c'est un droit collectif. Et si on veut aller vers un droit attaché à la personne, mais du point de vue d'un droit collectif, qui permette d'avoir un revenu correct et qui permette de s'attaquer au chômage, il faut forcément avoir comme perspective de mettre en œuvre la seule solution qui permettra de résorber le chômage, et non pas de le distribuer, de se le répartir, le chômage, c'est de répartir le temps de travail. La coordination nationale étudiante, en dessous de retrait de la loi El Khomri au travail, je ne sais pas comment le travail, je crois, ils ont mis, il y a les 32 heures. Immédiatement après, il y a les 32 heures. Il n'y a pas d'autre possibilité dans la société qu'on a de diminuer le chômage si on ne diminue pas le temps de travail, c'est-à-dire si on ne répartit pas le travail entre tous. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'exemple historique qu'on a, le seul qu'on a dans les 30 dernières années, une période où le chômage de masse est un petit peu diminué, c'est la période bien imparfaite du point de vue de son application, de la loi des 35 heures, bien imparfaite, pour tout un tas de raisons, mais qui a permis pendant un temps qu'on diminue un petit peu le chômage. Alors qu'on diminue le temps de travail sur la semaine, mais qu'on le diminue aussi sur la vie entière. Il y avait une possibilité de faire des centaines de milliers d'embauches quand ma génération est arrivée à 60 ans. C'est justement là qu'ils ont choisi de décaler le départ à la retraite. Donc diminuer le temps de travail sur la semaine, sur le mois, sur l'année et sur la vie. Bon, mais ce qui va immédiatement après dans la société où on est, c'est que ce n'est possible que si on répartit les richesses. Comment imaginer qu'on va avoir un revenu décent plus si on passe à 32 heures, les gens qui travaillent actuellement 45 heures, si on les passe à 32 heures, ils vont avoir quel salaire? Cela n'est possible que si on distribue les richesses. Et là aussi, bon, Bernard Friot est aussi de cet avis-là, bon, les richesses en France, elles existent. Même si on a l'impression, quand on regarde autour de nous, les gens qui fouillent les poubelles, les services publics, en déshérence partout, qu'on est dans une époque où la France est en train de se tiers-mondiser, ce qui est en partie vrai. Mais ça ne correspond pas du tout à la richesse disponible. La richesse disponible, si on prend le PIB français, moi je l'ai mesuré sur l'année 2010 avec les comptes de l'INSEE, si on la répartit après avoir enlevé les investissements sur la population de plus de 18 ans, ça fait 2 400 € par personne. 4 800 pour un couple. Voilà, ce qui est à peu près décent. Et ce qui permettrait de résoudre d'un coup le chômage et la misère, et les retraites. Puisque si on a cette logique-là, qui est une logique de distribution des richesses disponibles, si on a cette logique-là, il faut que les richesses qui actuellement sont accaparées par une toute petite minorité, il faut la leur arracher.
Ça suppose de leur arracher, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, la propriété des moyens de production. Évidemment. Voilà, donc une révolution sociale. Mais ceci dit, techniquement, la chose n'est pas compliquée, ça existe déjà. Ça s'appelle la sécurité sociale. C'est-à-dire que des gens qui touchent un revenu sans travailler, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient au chômage, qu'ils soient malades, qu'ils soient retraités, ça existe déjà. C'est la sécurité sociale. C'est les cotisations sociales, c'est-à-dire en fait le salaire qui n'est pas donné par les employeurs directement à ceux qui travaillent, mais qui est socialisé, et donc réparti directement, sans passer par la spéculation, contrairement aux retraites par répartition et aux assurances diverses et variées. Voilà, donc c'est ce système de sécurité sociale qui pourrait très bien, en étant progressivement étendu, être pris sur la richesse produite et répartie à tous. Donc ce n'est pas une difficulté technique, c'est une difficulté sociale. C'est une révolution qu'il nous faut. Alors que la médecine du travail est très concernée par la loi travail, parce que dans l'optique qui est celle de la loi, de diminuer au maximum le coût des entreprises, de faciliter au maximum le licenciement, eh bien ça se traduit pour la médecine du travail par plusieurs choses. La première, c'est qu'on va supprimer la visite médicale préalable obligatoire. Sauf pour les salariés qui sont affectés sur des postes dangereux, difficiles. On va supprimer celle-là, ça coûte trop cher. On va supprimer aussi la périodicité qui avant était d'1 an, qui était passée à 2. Dans la loi travail, il n'y a plus de périodicité fixée. Il y aura un suivi. Ce suivi ne sera plus forcément fait par le médecin du travail, mais par un médecin non spécialiste, voire un infirmier. Pour les études de poste, pareil, ce ne sera plus forcément le médecin du travail qui fera les études de poste. Quand il y aura un salarié en difficulté, la loi travail donne plus de latitude qu'aujourd'hui au médecin du travail pour le déclarer inapte. Plus de cas d'inaptitude possible, je ne rentre pas dans les détails. Plus de cas d'inaptitude possible. Et également, plus de facilité pour l'employeur de pouvoir passer par-dessus son obligation de reclassement. Quand quelqu'un a eu un accident du travail ou est en maladie professionnelle, voilà, il doit lui proposer des postes, des emplois. La loi travail prévoit une restriction. Il suffira qu'il lui propose un poste et il sera réputé avoir rempli son obligation. Et puis le salarié, quand il est déclaré inapte par le médecin du travail, qui a éventuellement proposé un reclassement, et que l'employeur dit qu'il n'avait pas, aujourd'hui, le salarié a un ultime recours qui est l'inspecteur du travail, qui peut prendre la décision, casser la décision du médecin du travail, après avoir pris l'avis du médecin inspecteur du travail, qui en plus d'être inspecteur du travail est médecin, et donc chapeaute le médecin du travail. Donc cette possibilité d'avoir quelqu'un d'extérieur à l'entreprise qui connaît normalement les conditions de travail, après un avis médical, de prendre une décision qui va peut-être aider le salarié, la loi travail le supprime et renvoie le salarié licencié au prud'homme pour éventuellement qu'un expert médecin vienne au prud'homme donner une expertise qui éventuellement modifiera la décision du médecin du travail. J'ajoute que parallèlement à la loi travail, se met en place une commission, et a été mise en place une commission par le gouvernement qui est chargée de réfléchir sur l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les revoir à la baisse. Le gouvernement travaille également à revoir la composition des commissions régionales de la sécurité sociale, qui sont des commissions qui interviennent quand le salarié a une maladie professionnelle, en apparence en tout cas, mais qui n'est pas reconnue par un tableau, et que donc, par exemple, ce qu'on appelle les burn-out, les dépressions, tout ça, qui ne sont pas dans un tableau de maladie professionnelle, ce comité régional peut reconnaître l'accident comme étant un accident du travail ou la maladie comme étant d'origine professionnelle. Il se trouve que justement les médecins inspecteurs du travail participaient à cette commission
et avait tendance à rendre des décisions que les employeurs n'appréciaient pas. Et donc, on est en train de revoir la composition de cette commission. Sur la négociation collective, alors c'est vrai, toutes les organisations syndicales qui jouent ce jeu-là en France, depuis une trentaine d'années, tiennent ce discours que, bon, finalement, quand même, au plus près de l'entreprise, alors par négociation collective ou par référendum auprès des salariés, c'est vachement plus démocratique, parce que les gens se connaissent, tout ça. Il suffit de se rappeler ce qui a été dit au début. Quelle est la relation réelle de travail dans les entreprises? Quel est le rapport de force qui fait qu'un délégué syndical peut négocier avec son patron, quand c'est son patron qui peut le mettre dehors, lui baisser sa prime? La négociation collective, on ne devrait même pas parler de négociation, parce que le mot négociation, en soi, suppose un rapport de force. Raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, il parle de dialogue social, parce que quand un dialogue social, c'est deux personnes qui se parlent à égalité. Ils sont forts partenaires sociaux. Excuse-moi, partenaire, comme disait Johnny Hallyday, pour les plus anciens. Il n'y a rien de partenaire dans tout ça. Et donc, par contre, là où je ne sais pas si je suis en désaccord, mais ce qui n'est pratiquement jamais dit sur la loi travail, c'est qu'en fait, cette loi, comme la loi Rebsamen, comme la loi Macron, organise, et l'ANI de 2013 organise progressivement la collaboration de classe, c'est-à-dire la normalisation des organisations syndicales, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau des branches, que ce soit là nettement au niveau de l'entreprise. Alors de différentes façons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste donner un exemple de cette normalisation. Qui fait que, par exemple, dans la loi travail, il est prévu que désormais, il pourrait y avoir des formations communes entre les délégués syndicaux salariés et les représentants patronaux qui vont négocier. Il est prévu qu'ils puissent faire des formations communes. Mais surtout, il est prévu dans la loi travail qu'un délégué syndical ou un délégué du personnel, quand il prendra son mandat, il peut avoir un entretien avec son patron portant sur l'exercice du mandat. Moi, j'entends la conversation d'ici. Tu as 10 heures de délégation. Tu comptes les prendre? Bien. Tu comptes circuler un peu dans l'entreprise parce que tu sais que tu ne dois pas gêner le fonctionnement de l'entreprise. Bien. J'imagine bien la discussion. Donc, mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave est après. La loi travail prévoit qu'à la fin de son mandat, le délégué aura un entretien professionnel avec son patron. Et que lors de cet entretien professionnel avec son patron, le patron pourra dire ou non si le salarié délégué, à l'occasion de l'exercice de son mandat, a acquis des compétences utiles à l'entreprise. Imaginez les compétences, forcément relationnelles. Et donc, en dehors de la souplesse des chines et des capacités de réputation, on imagine mal quelles sont les compétences utiles à l'entreprise que le délégué pourrait avoir. Mais si le patron considère qu'il a acquis des compétences, et on voit bien quels sont les délégués qui auront acquis des compétences, eh bien, la loi travail dit on va valoriser tout ça. Enfin, le patron pourra proposer, donc quand il aura dit qu'il a acquis telle et telle compétence, que ces compétences fassent l'objet d'une valorisation, d'une procédure de valorisation des acquis de l'expérience, où le délégué pourra éventuellement acquérir des briques de compétences, parce que c'est comme ça qu'il parle, qui permettront peut-être d'accéder à des morceaux de qualification que peut-être un jour il aura, et qui de toute façon, si un jour il l'a, ne seront pas obligatoirement reconnus par l'entreprise dans le salaire supplémentaire, puisqu'il n'y en aura aucune obligation. Voilà. Donc ça, pour la collaboration de classe, il n'y a pas mieux. Gattaz, il a écrit dans une note interne à sa fédération, en disant bon, je fais le mariole dans les médias, je suis obligé de dire que c'est pas bien, ils reviennent en arrière, tout ça, mais bon, l'essentiel est sauf. On a gagné l'essentiel, il ne faut pas vous affoler, quoi. Voilà. Je suis obligé de dire que ça ne va pas, mais voilà.
améliorer le droit du travail avec des propositions simples. Dans le livre qu'on a écrit avec Philoche, bon, à la fin, on a fait des propositions rapides pour quelques pistes sur le droit du travail qui permettraient déjà, bon, en remettant la hiérarchie des normes à l'endroit, en remettant des droits simples, en renforçant les droits collectifs des salariés dans l'entreprise, d'avoir une situation quand même qui serait nettement plus correcte. Ce qui me semble positif, moi, dans ce qu'on vit actuellement, très positif, c'est que même si la loi elle est faite extraite, pas claire, c'est extrait, voilà, les jeunes, et notamment les jeunes, ils n'ont pas besoin d'avoir lu la loi et de l'avoir bien comprise dans les détails pour avoir compris le chemin qu'on leur destine. Et s'il y a eu sur cette loi-là, et pas sur la loi Rebsamen, et pas sur la loi Macron et les autres, de réactions significatives, c'est à mon avis parce qu'on est arrivé à un point de rupture tel qu'au bout de 2 générations, parce que c'est la 2e génération qui vit plus mal que la précédente, bien, et en voyant ce qui se passe dans les autres pays européens ou qui sont plus dégradés, en voyant peut-être aussi la richesse insolente, la fraude fiscale immense, voilà, peut-être, je ne sais pas, il y a une conjonction de tout ça, mais en tout cas, peu importe, le fait est là, c'est que surgissent aujourd'hui des propositions comme celle de Roger qui ne surgissaient pas avant. Et ces propositions, elles disent, ça ne peut plus durer, il faut qu'on fasse autre chose, un autre monde. Et cet autre monde, il est à portée de même. Parce que la proposition que fait Roger, c'est très exactement dire, voilà, bon, le chômage, il est ce qu'il est, hein, actuellement, chômage de masse, voilà. Mais on peut tout à fait, en imaginant de passer du travail contraint soumis, salarié, au sens de servile, à une activité libre, basée sur des droits collectifs pour l'ensemble de ceux qui sont actifs. Il ne faut pas employer le mot travail, mais employer le mot travail dans le sens que tu l'emploies toi, c'est-à-dire dans le sens de l'activité. La solution, elle est devant nous. Elle est à portée de conscience, à portée de réflexion. De conscience. Après, oui. ça suppose quand même, comme tu l'as dit, une révolution sociale. Voilà. Il n'y échappera pas. Oui, oui. Mais du moment que la réflexion peut cheminer jusqu'à l'objectif, après, la volonté trouvera sans doute les moyens.